Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Des couloirs silencieux, des murs épais, des pièces humides, noires et des bruits inquiétants, puis des rendez-vous incongrus la nuit. Nous sommes dans un château plus vivant que prévu, avec des chuchotements, des sons, des spectres, des ondulations, des formes lumineuses, étranges. Aujourd'hui, paranormal et revenant. Bonjour Yves. Bonjour Emmanuel. Alors aujourd'hui, la scène se passe dans un château comme on a pu en rêver dans notre jeunesse. C'est un petit peu un château de bande dessinée dans lequel nous transportons avec vous. C'est exactement un château de bande dessinée, ou si vous voulez, le château qu'on voit dans le film Ivanhoe en 1954. Avec des tours. Avec des tours. Peut-être avec des oriflammes. Enfin, en tout cas, il y en a eu autrefois. Et je dois dire franchement que des châteaux comme celui-là, la forteresse, je n'en connais que 2 en France. Oui. Des châteaux de rêve. Il y a celui de Najac, dans l'Aveyron, et celui dont nous parlons aujourd'hui, à Vos, dans l'Allier, tout près de Vichy. Quand je suis allé enquêter, parce qu'il y a des affaires paranormales dans ce château, eh bien, j'étais descendu à l'hôtel à Vichy. Et le château de Vos a un avantage énorme sur le château de Najac. C'est pas une question d'esthétique, c'est une question de fantôme. Le château de Vos serait hanté par le fantôme d'une jeune femme qui s'appelle Lucie. Lucie arpenterait les couloirs du château de Vos depuis le XVIe siècle, depuis l'époque des guerres de religion. Elle hante aujourd'hui encore ce château. Ah, ça, c'est le sujet du débat. Très bien. Aujourd'hui. Affaire à suivre. C'est dans le l'émission. sujet du débat. Ce qu'on raconte et ce que apprend une enquête. Parce que j'y suis allé, moi, en plus à l'époque de la Toussaint, vous voyez. Et rien que l'arrivée. Ce château est au bout d'une rampe, les feuilles mortes dans une allée. Il faisait froid, Les grands arbres. Oui, il faisait un peu humide. D'ailleurs, j'ai ramené un gros rhume. Oui, vous êtes arrivé quand il faisait nuit. Oui, non, nous sommes arrivés dans l'après-midi. Il y avait un de ces petits soleils d'automne. D'accord, c'était pas le gros orage. Mais la nuit était vraiment humide. Or, le fantôme de Lucie qui paraît-il de son vivant était une jeune fille charmante, le fantôme de Lucie a des habitudes. Évidemment, quand on est fantôme depuis 400 ans, au moins, on a pris son rythme. Et il n'apparaîtrait que après 23 heures. Okay. Donc, si on veut voir le fantôme, il faut attendre. Mais si on est patient, et d'après ce qui se raconte, vers 23 heures, on verrait une forme blanche passer de la salle des gardes à la salle des pendus pour se rendre dans une tour qu'on appelle la tour mal coiffée. Et la tour mal coiffée. La tour mal coiffée. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'à une époque, probablement, il y a eu des problèmes de toiture. Ah oui, joli. Oui. Et ce fantôme serait donc le fantôme de Lucie, dont je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure. Mais ce qui est important, ce qui nous intéresse, c'est que pendant longtemps, vers 1970, vers 1980, l'occupant des lieux a dit « Moi, je vois Lucie chaque soir ». Ce monsieur, nous ferons son portrait, était insomniaque. Il a dit « Moi, je vois Lucie chaque soir ». Et alors, à partir du moment où quelqu'un vous dit qu'il voit le fantôme chaque soir, ça attire l'attention. Parce que, ou bien, c'est une hallucination. Il est gaga. Oui, et récurrente, l'hallucination. Ou bien, c'est un phénomène naturel. Mais en pleine nuit, phénomène naturel, à quoi peut-on penser ? Peut-être à certains éclats de lune qui rentrent, parce que le château n'est pas en très bon état. Mais alors, pourquoi le baron raconte-t-il qu'il voit Lucie chaque soir ? Parce que pour qu'il y ait la lumière de la lune dans les couloirs du château, là, de la salle des gardes à la salle des pendus vers la tour mal coiffée, il faut qu'il y ait la pleine lune. Oui. Or, ça ne colle pas chaque soir. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Ou c'est une histoire purement paranormale, ou ce sacré baron qui est aujourd'hui décédé et que nous appellerons Ephraïm Barnabé. C'est pas son vrai nom ? C'est pas son vrai nom, mais on va pas lui faire de peine. Ou ce baron est un sacré raconteur d'histoire. Ou alors quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Oui, c'est ça, il a beaucoup d'imagination. Mais de toute manière, à la base, il y a une légende, et une très jolie légende. Parce que si le baron
il y a quelques années, racontait encore qu'il voyait le fantôme de Lucie tous les soirs. Il faut dire que dans le petit village, au pied du château, on parlait du fantôme de Lucie depuis 400 ans. Allez, on va rentrer dans ce château ensemble, dans les clés du mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Nous sommes dans un château, une espèce de grosse forteresse, avec pas mal de tours. Nous sommes dans l'Allier, dans le château de Vos, où il y aurait, au conditionnel bien sûr, le fantôme de Lucie qui errerait dans ces couloirs du château depuis donc 400 ans, 500 ans. Voilà. Mais faisons bien le point. Notre histoire se passe vers 1985-1995. Une grosse enquête a été effectuée en 1984 et moi-même j'ai passé une nuit dans le château avec l'équipe du laboratoire de parapsychologie de Toulouse à l'occasion de la Toussaint 1997. Et donc, il faut bien comprendre au départ, Emmanuel, qu'il y a en réalité deux histoires de fantômes. Il y a celle qui fait partie, on va dire, de la légende locale, celle qu'on raconte depuis des siècles. Donc celle de Lucie. Celle de Lucie. Et il y a celle que racontait à l'époque le baron, qui occupait le château, qui lui disait oui, cette Lucie dont on parle depuis toujours, moi je la rencontre chaque soir parce que je suis insomniaque, donc je fais un tour dans les couloirs de mon château et je croise Lucie. Il y a deux histoires distinctes. Alors ceci dit, la légende c'est du classique et du solide, mais en tant que légende. Okay. Donc le château a probablement été construit vers l'an 800, ça fait vieux, donc il a évolué au fil des époques, en fonction aussi des finances de ses propriétaires successifs, qui étaient tous barons. Et puis, au XVIe siècle, dans la seconde partie du XVIe siècle, vers 1560, 1580, le baron de l'époque, qui se prénommait bêtement Jean, n'était pas très riche. Le château n'était pas donc en bon état, d'où le nom d'une tour mal coiffée, oui. Parce qu'on a fait des problèmes au moment de payer le couvreur qui remplaçait les tuiles. Et on peut les comprendre, oui. Et il faut dire que ce baron était, on va pas dire un rustre, mais du moins un rude. Ah. C'était plutôt un homme de guerre qu'un homme de salon. Ok, c'est pas le roi de la finesse. Non, et l'époque tombait bien parce que c'était celle des guerres de religion. Oui. Et donc le baron, qui se disait catholique, zigouillait du protestant dans la région, en veux-tu, en voilà. Okay. Or, dans ce contexte, fort intéressant, voilà qu'arrive au château une jeune femme prénommée Lucie. Lucie, elle est noble, mais elle a perdu ses parents et elle a perdu sa fortune. Elle a un lien de parenté avec le baron? Non, c'est une voisine. Elle a un lien de parenté sociale, dirait-on. Elle est noble, mais ce n'est pas une cousine. Et donc, on la recueille au château où elle va servir de dame de compagnie à la baronne. Il y a là rien d'extraordinaire. Oui. Seulement, au bout de quelque temps, tout le personnel du château, les hommes d'armes, les valets, s'aperçoivent que le baron Jean est amoureux. Il est amoureux de Lucie. Ben oui, vous l'avez compris. Il n'est pas amoureux de sa femme, il est amoureux de Lucie, la charmante Lucie, la dame de compagnie de sa femme. Et il se comporte avec Lucie selon son caractère. C'est-à-dire qu'il ne prend pas des gants. Il va à la chasse, il ramène quelques belles pièces de gibier, et en rentrant au château, le plus beau de ses trophées, paf, au pied de Lucie. Je t'aime. Bon. Et la baronne, elle est là, elle regarde ça, elle doit pas être tellement contente. Un peu jalouse sur les Parce bords. que donc, à l'automne, ce sont les faisans, au printemps, ce sont déjà de daims, et ainsi. D'après ce qu'on raconte dans le village depuis toujours, il ne lui offrait pas souvent des fleurs à Lucie, le baron Jean, mais de toute façon, il en offrait encore moins à sa femme. D'accord. Bon, et tout ça, ça tourne dans ce petit monde, à la place de la baronne, qui semble-t-il, elle était un peu plus fine, un peu plus raffinée que son époux. À la place de la baronne,
est-ce que vous auriez apprécié? Non, bien sûr que non, évidemment. Bien sûr être que évincé non. comme ça. Non, surtout quand on vit ensemble. En quoi. plus par une dame de compagnie, enfin Oui, quand oui, même. mais bon. Seulement, le problème, c'est que nous ne sommes pas à l'époque d'un féminisme triomphant. Oui. Il y a un patron au château et un seul, c'est le baron. Et par conséquent, la baronne, elle n'a qu'à ronger son frein Oui. en attendant une occasion tout à fait hypothétique Ok. de se venger de Lucie. Bien sûr. Parce qu'elle Lui va faire la vraiment peau, venger. quoi. Hein. Bon, oui, parce qu'elle était un peu mieux éduquée que son mari, Mm. mais elle était quand même de son époque. Or, voilà que l'occasion va se produire. Et c'est cela qui va faire le malheur de Lucie, mais qui fera de Lucie aussi, en même temps, le fantôme du château de Vos. Aujourd'hui, une histoire de fantôme. Le fantôme s'appelle le Lucie. Alors, on est au XVe siècle. Lucie vient de rentrer en tant que dame de compagnie dans une famille qui occupe le château, hein, la forteresse en réalité, c'est-à-dire avec un baron et une baronne. Le baron est amoureux de Lucie et la baronne, évidemment, a décidé peut-être de lui faire la peau. C'est Oui, ce qui va se passer. C'est à peu près ça. Surtout que le baron, comme on le disait tout à l'heure, ne cache pas ses sentiments. Ouais, et il a une manière, bien qu'il vive à la Renaissance, plutôt moyenâgeuse de le montrer. Ouais. Et donc la baronne attend l'occasion. Un peu énervé. Or, voilà que le baron s'absente, si l'on ose dire, pour raison professionnelle. C'est-à-dire qu'il va trucider du protestant. Ouais. Et ce malheureux baron, je crois, n'avait pas de conseiller juridique. C'est-à-dire que, en s'en allant, il oublie une chose, c'est que selon les lois de l'époque, c'est la baronne qui devient la patronne du château. Et qu'elle exerce, en l'absence de son mari, tous les droits du seigneur, y compris le droit de rendre justice. Ok. Une justice un peu expéditive. Le baron s'en va le matin. Le soir, Lucie est condamnée à la prison perpétuelle par ce qui était peut-être sa rivale. Et donc, on l'enferme, par ordre de la baronne, dans cette fameuse tour mal coiffée, où, paraît-il, le fantôme apparaît régulièrement depuis. Elle reste là, et bien sûr, au bout de quelque temps, elle meurt de faim. Ok. Elle meurt de faim, mais il faut dire que on ne s'en aperçoit pas dans l'heure suivante, hein, parce que on lui portait à manger seulement tous les 2 jours. Un quignon de pain tous les 2 jours. Et donc, un beau matin, le valet est chargé de cette besogne, ouvre la porte et il voit que Lucie est morte. Elle est morte d'inanition, elle est morte d'être séquestrée, De fatigue, oui. de fatigue, d'épuisement. Bon. Rien d'extraordinaire, la baronne pavoise, si on ose dire. Bien sûr. Mais voilà qu'une rumeur court dans le château. C'est un château, c'est pas une résidence secondaire. Il y a des gardes la nuit sur les créneaux. On sait que 2 jours plus tôt, au petit matin, Lucie était vivante quand on lui apportait son pain. Et voilà que parmi les gardes qui sont sur les créneaux la nuit, il y a une rumeur qui commence à courir. On a vu, la dernière fois où on a donné à manger à Lucie, la nuit suivante, vers 11h, une forme blanche sortir par un trou dans la toiture de la Une tour mal coiffée. mal coiffée et disparaître dans les airs. Mais le lendemain, on a revu cette forme blanche et là, elle est rentrée de nouveau dans la tour comme si elle se préparait à aller se promener dans les couloirs. Et la baronne, évidemment, est très intriguée. Et puis ça vous met mal à l'aise, ça. Quand vous vous êtes débarrassé de quelqu'un et qu'on commence à vous apprendre que ce quelqu'un est peut-être devenu fantôme, vous ne prenez pas la chose à la rigolade. Donc elle fait son enquête, elle interroge les gardes, et effectivement, elle a bien la confirmation. La nuit où probablement Lucie est morte, ou en tout cas la nuit qui a dû suivre le décès de Lucie, on a vu pour la première fois un fantôme circuler dans les couloirs
et peut-être sur les toits du château de Vos. Et cela donc, ça se passait vers 1570, et c'est l'histoire, cette triste histoire de Lucie, que les grands-parents ont raconté aux petits-enfants pendant 4 siècles. Et maintenant, au XXe siècle, cette histoire va être de nouveau racontée, mais autrement, par le baron qui vit sur place, ou plutôt qui vivait, puisqu'il est décédé il y a quelques années. Très bien, et qui avait rendez-vous avec Lucie au-delà de 23h, donc tous les soirs vraisemblablement. Allez, on y revient dans les clés du mystère dans un instant. C'est l'histoire de Lucie, condamnée à mourir de faim par la baronne occupante de ce château de Vos dans l'Allier, un château fort, en fait, on devrait dire, condamnée à mort parce que son baron de mari était amoureux d'elle, donc de Lucie, Lucie qui était une dame de compagnie. Et finalement, le soir où Lucie est décédée, peut-être que même ce soir-là, c'est la fumée qu'ils ont vu sortir, une fumée blanche sortir de cette tour dite mal coiffée. Peut-être son âme, évidemment. En tout cas. Et puis le surlendemain, d'ailleurs, cette fumée est revenue dans les couloirs. En tout cas, depuis cette époque, donc environ 1570, eh bien, on raconte dans les chaumières des environs que le fantôme de la pauvre Lucie, qui ne demandait rien à personne, hante les couloirs du château de Vos. Et cette histoire, mais plus ou moins améliorée, elle était donc encore racontée à la fin du XXe siècle par le nouveau baron. Le nouveau baron, Ephraim Barnabé, qui avait acheté le château. Ce n'était pas un descendant du baron Jean dont nous parlions tout à l'heure. D'accord. Ah, Emmanuel, ce baron Ephraim Barnabé, quand je l'ai rencontré, c'était donc fin octobre 1997. Ah, qu'il présentait bien. 75 ans, mais la classe du séducteur septuagénaire. D'accord. Les bottes de cheval, la veste à carreaux, le foulard de soie autour du cou, le monocle à l'œil, bien sûr. une certaine décoration, on ne demandera pas laquelle, à la boutonnière. Ok. Voilà qui m'a accueilli. Le baron présentait bien, et je dois dire qu'il présentait beaucoup mieux que le château. D'accord. Parce que le château, vraiment, dans ces années de la fin du XXe siècle, n'était pas en bon état. Heureusement, notre Ephraim Barnabé est mort, et je crois que depuis, ça a été racheté par une municipalité, par un office de tourisme. Okay. Mais le château, il était désert. Nous sommes arrivés, nous étions partis de Toulouse le matin, il y a eu une assez longue route. Nous étions arrivés en fin d'après-midi, joli soleil d'automne, mais le soir tombé. Et à part le baron, nous n'avons été accueillis que par la seule autre occupante du château, qui était une étudiante vaguement engagée. Vaguement engagée, c'est-à-dire elle travaillait un petit peu dans ce château. Oui, c'est ça, pour jouer les guides touristiques. C'était une période de vacances. D'accord. Autrement dit, le baron Ephraim, qui par ailleurs avait un accent à couper au couteau et à ne pas dormir dehors en même temps. Et donc le baron Ephraim, de toute évidence, était profondément fauché. Et nous lui avons demandé de nous raconter son histoire. Et donc nous avons eu cette fois-là la version moderne de l'histoire de Lucie. Avec le nouveau baron, donc. Voilà, Lucie, pour lui, était devenue une compagne nocturne. Oh, en tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Mais il nous a dit, voilà, je suis insomniaque, donc la nuit, j'arpente les couloirs du château. Et j'ai rendez-vous avec Lucie. Nous nous croisons sur le chemin qu'elle parcourt depuis des centaines d'années. Dans les couloirs, donc. Voilà, de la salle des gardes à la salle des pendus. Salle des pendus, qui est assez impressionnante. Alors justement, juste une petite parenthèse, pourquoi la salle des pendus? Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que c'était là qu'on pendait les gens l'hiver, quand il faisait trop froid pour les pendre en plein air. Ah bah bienvenue. Elle est assez impressionnante par ses poutres, la salle des pendus. Bah oui, c'est nécessaire. La tour mal coiffée où elle est morte, salle des pendus, salle des gardes. Ouais. Je croise Lucie. C'est quelque chose de familier. Ce baron, il était un peu bizarre, malgré son apparence très élégante. Ouais. Mais il ne manquait pas d'humour, dit Lucie. Il dit, je croise Lucie, c'est une présence familière, un peu comme on croise un chat de gouttière qui vient tous les jours dans votre jardin. Il n'y a pas d'échange avec le fantôme de Lucie. Mais nous nous croisons, nous sommes familiers l'un à l'autre.
Alors ceci, évidemment, avait un avantage, c'est que ça permettait plus ou moins d'attirer quelques malheureux touristes. Mais c'est vrai que le baron Ephraim n'avait pas les moyens de faire la promotion de son fantôme. Il devait se contenter du bouche à oreille, de la rumeur. Et donc ça n'attirait pas grand monde. Toujours est-il que nous lui avons dit, nous restons. Passer la nuit. Oui, écoutez, évidemment, on veut avoir rendez-vous avec Lucie à 23h. On veut avoir rendez-vous avec Lucie un peu après 23h. Nous serons en position à 22h59. Ouais. Et nous étions en position à 22h59. Là, dans cette enfilade, je nous vois, nous étions avec mon équipe, nous étions 4 dans cette enfilade qui va de la salle des gardes à la salle des pendus. Franchement, on avait préféré se mettre dans la salle des gardes que dans la salle des pendus, si vous voyez ce que je veux dire. On voit très très bien. Puisque de toute façon, elle passait par là. Et nous attendions. Le baron était avec nous. Très bien, alors comment ça s'est passé ce rendez-vous nocturne avec Lucie? C'est ce qu'on va savoir dans un instant dans les Clés du Mystère. 11h, midi, les Clés du Mystère sur Sud Radio. L'histoire de Lucie, du fantôme de Lucie dans le château de Vos, dans l'Allier. Nous sommes en octobre 97, il est presque 23h, on va avoir rendez-vous donc avec Lucie. Je dis on, parce que j'aimerais bien un tout petit peu être avec vous là, ce soir-là. Vous auriez, mais je vous assure que on n'avait pas besoin de boire du café pour se tenir éveillé, parce que nous grelottions, ça suffisait à nous tenir éveillés. Et puis en plus de ça, j'imagine, il y avait la tension quand même. Bien Est-ce sûr, que oui ou non, on va voir? Il y avait la tension. Le fantôme. Le baron, avec nous, très à l'aise, puisque pour lui, il avait insisté, c'est familier, moi, Lucie, moi, tous les soirs. Mais nous l'attendions. D'accord. Et il s'est passé vraiment peu de temps. Nous avons tout enregistré. Vous savez, dans ces cas-là, nous chronométrons à la minute près. Il y a l'un d'entre nous qui donne un top toutes les 5 minutes, donc 23h. À 23h05, nous entendons la voix de mon camarade qui fait top. Il fait top toutes les 5 minutes pour que nous ayons une idée de l'écoulement du temps. Et peut-être 2 minutes après, le baron nous dit, la voilà. La voilà. Elle arrive, comme chaque soir, depuis la salle des pendus. Elle est sortie tout à l'heure de la tour mal coiffée. Elle parcourt le château, et voilà, elle va déboucher de la salle des pendus. Elle va gagner la salle des gardes. Elle va venir vers vous. Et il nous dit cela avec beaucoup de naturel. Évidemment, nous nous écarquillons les yeux à les décrocher. Oui, bien sûr. Bon, nous avions quand même un peu de matériel, des appareils de photo, haute sensibilité. Nous prenons des photographies. Pas de son, il n'y a pas de son du tout. Nous prenons du son aussi, mais nous n'entendons rien, enfin, à part les bruits qu'on peut entendre dans un vieux bâtiment. Nous n'entendons pas des pas. Alors que le baron, quelquefois, nous avait dit quelquefois, si je suis occupé, j'entends ses pas. Alors je me précipite pour aller la rencontrer. Et donc, nous écarquillons. Ça doit dû durer à peu près 3 minutes. Parce que, de nouveau, top. 5 minutes ont passé. Le coéquipier nous dit 5 minutes de plus ont passé. Et nous n'avons pas vu Lucie. Mais à ce moment-là, le baron nous dit, mais ça y est, elle est passée. Elle est partie. Elle est partie. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je conclue, Emmanuel? Il y avait justement ce jour-là des reflets de lune. Oui. Et des volets mal fermés. Donc vous auriez pu voir ce fantôme, entre guillemets. Nous aurions pu voir quelque chose, oui. La lumière de la lune rentrer. Et avec un volet qui s'agitait. Et avec un peu de poussière. Bien entendu, au fond de moi-même, je suis persuadé que le baron Ephraim, lui, il a vu Lucie et qu'il la voyait chaque soir. Oui. Mais nous ne l'avons pas vue. Alors, je crois bien qu'il s'agit d'une légende. Oui. Et pourtant, il se passe quand même des choses scientifiquement étranges au château de Vos. Parce que si nous avons fait notre enquête en 1997 avec une équipe de 4, eh bien en 1984, il y avait eu une enquête, on va dire, beaucoup plus lourde, avec beaucoup plus de matériel, tout simplement parce que cette enquête de 1984, elle a été menée
par deux équipes. Une équipe travaillant chez nos amis de la grande radio publique et une équipe de télévision. Et donc, pour conclure, si vous voulez, Oui. je vais vous raconter ce que Eux ont vécu. eux ont vécu. D'accord, ok. Dans un instant, dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Mais Yves Lignon, 13 ans avant, quand vous êtes venu donc dans ce château de Vos, on est en 97, mais 13 ans avant, en 84, donc deux équipes de télévision et de radio sont venues dans ce château pour mener l'enquête. Alors comment ça s'est passé pour eux? Deux équipes travaillant en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait du monde, il y avait une dizaine de personnes. D'après les détails qu'on m'a fournis, parce que j'ai évidemment rencontré les journalistes, Oui. il y avait 18 micros, vous voyez tout ce que vous voulez, il y avait 3 caméras. Et franchement, cette équipe, pour travailler pour le service public, je le dis franchement parce qu'en plus je connais le responsable et nous avons des relations très amicales, mais elle a fait cette fois-là du journalisme un peu trash. Parce que il manquait quand même l'essentiel. 18 micros, c'est une chose, mais il n'y avait pas un seul scientifique présent. Un seul scientifique spécialisé dans les phénomènes paranormaux. C'est-à-dire des acousticiens éventuellement? D'abord des acousticiens, oui, ils sont intervenus après, je vais vous le raconter. Mais sur place, des scientifiques, je vais dire des scientifiques comme moi, des gens qui connaissent le dossier paranormal des fantômes. Okay. Dans ces affaires-là, un scientifique sans les techniciens, c'est un aveugle. Mais un technicien sans les scientifiques, c'est un impuissant. Ah, d'accord. Et là, on avait les techniciens sans les scientifiques. Et c'était un peu un choix délibéré pour faire du spectacle. Donc ils ont fait comme nous, mais avec beaucoup plus de matériel. Donc ils se sont installés dans la salle des pendus. Là, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient tellement nombreux que quelques-uns étaient bien obligés de se mettre dans la salle des pendus. Oui. Bon. Et ils ont vu et photographié une forme qui circule évidemment sur YouTube. Et surtout, beaucoup plus intéressant, il s'est passé un incident extrêmement bizarre. Oui. Il y a eu, à un moment donné, l'enregistrement d'un bruit, un son horrible, mais qui n'a été enregistré que par le micro. C'est-à-dire qu'on a retrouvé ce son sur les bandes magnétiques. Mais ils l'ont pas entendu en réel. Ils ont témoigné ne rien avoir entendu. Okay. Ni les techniciens qui étaient avec le casque, ni les autres personnes présentes. Bon. Donc un son qui n'est apparu que sur la bande enregistreuse. Un son très violent. Et le micro qui a servi a été examiné par la suite, donc dans la maison ronde, sur le quai de la Seine. Et il était un peu bizarre ce micro. On a dit c'est un peu comme s'il était passé dans un jet de vapeur. Alors tout cela c'est intéressant tout cela même. est extrêmement curieux. Et intéressant l'histoire du bonne vapeur. Étant donné la tension qu'on subit quand on est dans ces circonstances-là, moi je vois, y étant allé en 1997 et avoir moi aussi attendu que Lucie passe dans les couloirs, je me dis, s'ils n'ont pas entendu le bruit, c'est peut-être une forme d'hallucination, tellement ils étaient crispés. Il y en a même un des techniciens qui m'a dit finalement avoir eu peur. Et donc, le bruit, il a été enregistré. Oui, mais dans cette histoire, qu'est-ce qui est le plus étonnant? Qu'il n'ait pas entendu en réalité ce son qu'ils ont entendu sur la bande, ou bien l'histoire du micro qui a pris un bain de vapeur? Un scientifique constate. Bain de vapeur. Et ce que je constate, c'est un son vraiment horrible a été enregistré. Les personnes présentes déclarent « Nous ne l'avons pas entendu ». Alors, on va enquêter un peu. Où était la régie? Il y avait 2 équipes dans les 2 salles. Il y avait en plus une régie. Où était la régie? Bon, et dans la régie, combien étaient-ils? Ils étaient 2. Et justement, comme je vous le disais à l'instant, sur les 2, il y en a un qui avait commencé à dire « Je vais faire un tour, je vais prendre l'air, fumer une cigarette. » Parce que tout compte fait, l'ambiance est un peu impressionnante. Donc finalement, si ce son a été enregistré au niveau de la régie, il n'y a qu'une personne qui aurait été en situation de l'entendre avec son oreille. Et cette personne, elle avait peut-être la tête ailleurs. Mais il n'empêche que ce son, il a existé. Okay. De même que la photo
a existé. Cette photo qu'on voit circuler sur YouTube, c'est pas Lucie, hein. C'est une forme ovale, avec des contours rouges et bleus. Ça n'est pas du tout un fantôme habituel. Alors, est-ce qu'il faut tirer une conclusion? Oui. Eh ben oui. Elle est banale. Et vous allez voir que je préfère de loin l'histoire du baron Ephraim qui voit Lucie chaque soir. Oui. C'est que nous sommes dans le centre de la France, en Auvergne, et c'est une région dans laquelle il y a énormément de radioactivité naturelle. Ah. Et qu'en particulier, il y a un gaz qui se dégage qui s'appelle le radon et qui peut donner ces formes qu'on photographie uniquement à l'infrarouge et qu'on ne voit pas à l'œil nu. D'accord. Et il peut y avoir des espèces de sifflements que le plus honnête des micros du monde enregistrera. Donc, vous voyez, on va terminer, on va synthétiser. Il y avait deux histoires. Il y avait l'histoire du fantôme, oui ou non, et il y avait l'histoire du rendez-vous. Bien sûr, bien sûr. Il y a une légende, d'abord ancienne. Sur cette légende, le baron Ephraim avait greffé la sienne. D'accord. Et la sienne, elle est très jolie. Ce vieux bonhomme, quand nous lui avons dit nous n'avons rien vu, son étonnement. Comment vous n'avez rien vu? Mais je l'ai vue, Lucie. Elle est passée, comme chaque soir. Un comédien, vous pensez? Non, pas un comédien. Il y croyait. C'est justement parce qu'il y croyait tellement qu'il la voyait. C'est magnifique, une histoire comme ça. Et puis... Oui, c'est un peu les enfants qui voient le Père Noël. Bien sûr, pour renforcer tout ceci, des phénomènes physiques dus à la radioactivité naturelle. Alors, je ne veux pas vous décevoir, Emmanuel. Oui. Je vous raconterai bientôt, dans 2 ou 3 semaines, une véritable histoire de fantôme. Et même une histoire de bateau fantôme. Et ce sera bien sûr à suivre le dimanche, vous l'avez bien compris, pour ce rendez-vous Les Clés du Mystère avec Yves Lignon entre 11h et midi. On vous dit donc à dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Bye bye.